Salut à tous, c'est Roland l'Otaku de Hikikomori TV. Ça fait un bail, pas vrai? Bien avant Dragon Ball Super, certains d'entre vous, tout comme moi, ont dû durant leur enfance ou leur adolescence créer une fanfiction issue de l'univers de Dragon Ball. Après avoir été frustré par la fin de Dragon Ball Z ou déçu par Dragon Ball GT, on a commencé à s'amuser à créer une suite qui pourrait convenir à nos attentes. On exprimait nos fantasmes les plus fous. On se partageait ça entre potes dans la cour de récré sur un cahier d'histoire par exemple. Parce que vous foutiez de l'histoire en fait. Hein? Vous vous foutiez de l'histoire. Il a inventé sa propre histoire. À titre personnel, j'avais inventé une histoire qui se déroulait juste après la rencontre entre Goku et Oob, s'entraînant seuls dans leur coin et devant faire face à une nouvelle menace, le retour de Cell. Revenant d'une timeline alternative où il décide d'utiliser les Dragon Ball pour ressusciter Freezer. Ouais. Et ça bien avant DBS. Hein. Quand je vous dis que les scénaristes de DBS pompent toutes les fanfictions réalisées par les fans durant ces 20 dernières années, ce n'était pas une blague. Leur but premier était de fusionner ensemble pour défoncer la gueule de Gogeta Super Saiyajin 5. Ouais, Gogeta Super Saiyajin 5. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? Et oui, j'ai appelé la fusion de Cell et Freezer Freecell. Oui, bon, j'aurais pu aussi l'appeler Cell Frite, hein, c'était pas mieux. Mais ce n'est pas fini. La fusion entre Freezer et Cell du nom de Freecell finit par ne pas avoir d'effet face à Gogeta et SJ5. Alors que Freezer se met à croire naïvement que Cell l'est ressuscité dans le but de créer une alliance contre la Team Z, il se fait trahir par Cell qui le combattra dans le but de l'absorber carrément. Ouais, même moi par le passé je n'avais plus aucun respect pour Freezer. Bien avant la Toei avec DBS, je suis tellement avant-gardiste, t'as vu. Et ainsi devenir Perfect Cell. Et ainsi devenir redoutablement puissant qu'auparavant. Oui, bon, ok, on se calme. Je n'avais que 12 ans quand j'ai dessiné ça dans mon cahier de brouillon, hein, d'accord? Mais avouez quand même que l'idée est tout de même un peu plus fun qu'une bonne moitié des épisodes de DBS. Du coup, comme je me suis dit que DBS c'est la série qui met le plus en avant le fanservice en sélectionnant les idées des fans à droite à gauche sur le net, pourquoi ne pas aller au bout du délire en mettant en avant les 5 personnages qu'on aimerait revoir et qui pourraient potentiellement apparaître dans les prochaines arcs de DBS ou dans une toute autre nouvelle série Dragon Ball dans les prochaines années à venir. Cette vidéo pourrait aussi s'intituler L'espoir fait vivre. Numéro 1. Cooler. Je vais vous faire une confidence, ne le prenez pas mal, j'ai une certaine préférence pour Cooler que Freezer. Lorsque j'ai découvert pour la première fois le personnage de Cooler, c'était dans le film La Revanche de Cooler sorti en 1991 au Japon que j'avais découvert en VHS à la fin des années 90. J'ai eu un certain coup de cœur pour le personnage, sa personnalité était un peu plus complexe que celle de son frère. Il faisait preuve de beaucoup plus de retenue, de sang-froid face à Goku. Au sens large, je l'ai jugé plus mature que son frangin. C'était un prince galactique déchu, solitaire, n'ayant qu'avec lui que quelques sous-fifres, alors que Freezer, lui, possédait une armée avec un effectif incalculable. Ce côté effacé, discret et modeste m'a beaucoup plu chez lui. Freezer avait ce côté démesuré qui pouvait parfois tourner à la grosse caricature. Avec Cooler, ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose de pragmatique et de terre-à-terre dans sa psychologie, dans sa manière de voir et d'entreprendre ses dessins et ses ambitions. Mais le jour où je suis tombé follement amoureux de Cooler, ce n'était pas avec le premier film qui lui était consacré, mais sa suite, 100 000 guerriers de métal. Cooler en version métallique. Oh putain que j'ai joui très fort ce jour-là. Quelle classe, quelle prestance. Tu peux pas tester un tel éclat de somptuosité, de luxe. Aujourd'hui je rêve toujours de posséder une figurine de Cooler tout en métal. En plus dans mon appart je possède un poster de Cooler qui fait un check à Goku. Ce film DBZ fait partie de mes films DBZ préférés. Les retournements de situation, le métal Cooler, ce côté très SF et l'invincibilité des métal Cooler faisant directement référence au T-1000 dont Terminator 2 sorti un an avant, et bien évidemment les scènes de combat extrêmes, colossales et endiablées étaient un pur régal pour mes sens. Si Cooler devait apparaître dans une prochaine arc de DBS, je crois que ça serait trop d'émotion pour moi que je finirais aux urgences sous assistance respiratoire. Numéro 2. Broly.
Ah bah oui, hein, vous vous y attendez forcément. C'était prévisible. Quand on pense à un personnage qu'on rêve de voir dans DBS, beaucoup de gens pensent à Monsieur Broccoli. C'est le personnage le plus apprécié par la fanbase, ce qui est assez normal quand on sait qu'on a assisté avec lui au plus grand combat entre légumes de toute la galaxie. Si je devais résumer Broly en 2 phrases... Brocoli pas content. Brocoli veut niquer carotte. Voilà. Oui, je nique le respect, au KLM, qu'est-ce que tu veux? Mais pour moi, en toute honnêteté, Broly me laisse de marbre. Oui, vous m'avez bien entendu, je pense honnêtement que ce personnage est très, voire trop surestimé. Sa seule qualité est sa puissance de combat, mais sa personnalité reste assez... discutable. Au niveau de la personnalité, Broly n'est pas un personnage que je juge personnellement intéressant. C'est un personnage immature, qui ne sait rien faire d'autre que d'hurler sa colère et exprimer une haine aveugle contre Goku, qui sait rien dire d'autre à part Kakaroto, Kakaroto, Kakaroto. Putain, il ne sait rien dire d'autre, sérieux, on dirait un Pokémon. Un Pokémon qui ne sait rien dire d'autre que le nom de quelqu'un d'autre. Mais dans l'ensemble, si on prend du recul, Broly a plus une mentalité d'un Pokémon hors de contrôle tel que le Dracofeu de Sacha dans la première saison que la mentalité d'un Saiyajin. Tout ça parce que Goku l'a fait chier ton bébé en passant son temps à chialer. Non mais sérieux, on a vraiment affaire à la pire raison du monde. D'ailleurs, il y a toujours un truc qui me chiffonne à ce propos. Comment se fait-il que Broly arrive-t-il à se souvenir de Goku alors que la dernière fois qu'il l'a entendu, et je dis bien entendu et non pas vu, c'était lorsqu'il était bébé? Comment se fait-il qu'il sait aussi son nom? Kakaroto, mais comment c'est putain de possible? Si les Saiyajin avaient une super mémoire, ça se saurait. Les gens se plaignent que Broly n'est pas canon. Bah tu m'étonnes qu'il soit pas canon avec son histoire idiote liée à Goku. Enfin, mais si, Broly est canon. Bien sûr qu'il est canon. Regardez ce corps d'Apollon, bien musclé, bien sculpté, son regard de braise, son sourire ravageur. Bien sûr qu'il est canon. Il n'y a pas que Broly qui est canon. Ça aussi c'est canon. Et ça aussi. Oui, je fais des blagues de merde quand je m'énerve. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que ce côté enragé de Broly est là pour nous montrer que la colère d'un Super Saiyajin peut être une force et une faiblesse à la fois. La colère décuple la force, mais nous ralentit. On devient moins, voire plus du tout stratégique, car on ne laisse plus de place à la raison. Vegeta et Trunks nous l'ont bien montré lors de leur transformation en Ultra Super Saiyajin 3ème grade face à Cell. Mais avec le personnage de Broly, ils sont allés un peu trop loin dans la démonstration. Tellement loin que cette haine de Broly à l'encontre de Goku devient risible, irrationnel. Mais n'empêche, si je devais voir une nouvelle apparition de Broly, ça serait pour ça. Broly, Pokémono. Pokémono. Je le fais bien, hein. Numéro 3. Cell. Eh ouais, Cell, j'en ai parlé au début, vous vous rappelez? Oui, je sais que je vais verser beaucoup de sel avec ce choix, #MDR. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce choix, qu'il ne faut surtout pas toucher à Cell. Car ce personnage est trop perfect, et que la Cell Saga fait partie de la meilleure saga de Dragon Ball Z. Et le faire revenir serait prendre le risque de dénaturer le personnage de Cell et d'éclipser toutes les raisons pour lesquelles on a tant adoré la Cell Saga. Sachant que la conclusion de l'arc Cell était magnifique, revoir apparaître Cell une seconde fois serait une insulte à la magnifique conclusion de la Cell Saga. Mais, si je peux me permettre... Comment dire? Êtes-vous certain de ne pas vouloir tout de même un peu de sel dans votre sel? Quitte à faire ressusciter Freezer une fois et le faire revenir une seconde fois dans le tournoi des 12 univers, pourquoi ne pas faire revenir l'antagoniste le plus marquant de la saga? À vrai dire, il est totalement possible que la Toei y ait songé, mais ne sont pas allés au bout de leurs idées pour diverses raisons. Enfin, il y a une raison qui pourrait être la plus plausible selon moi, la complexité du chara-design de Cell. Cell est un personnage trop difficile à dessiner et à animer. Quand on voit le nombre de détails à reproduire sur son physique, on peut penser que ce sacré personnage a été une rude épreuve pour les animateurs de la Toei durant les années 90. Le Cell Game, il se jouait aussi intensément dans certains locaux de la Toei Animation, je peux vous le dire. Et dans ce cas-là, on peut comprendre aisément que ça puisse décourager certains bossant dans le studio. Cell, tu es bien beau, tu es bien classe, mais quitte à te faire revenir autant que ce soit en figurine ou en jeu vidéo, ainsi se trouve ta place. Numéro 4. Lunch.
Je déconne, je déconne. Numéro 4, Pai Kuhan. Et là, je déconne pas. Eh ouais, vous ne vous y attendez pas à ça, hein. Ce n'est plus un antagoniste que nous avons dans cette liste, mais un protagoniste. Oh, ça rime. J'ai tellement beaucoup apprécié le personnage de Pai Kuhan. C'est un personnage qui aurait largement mérité d'intégrer la Team Z. Ce personnage avait aussi largement sa place dans l'univers de Beerus pour le tournoi des 12 univers. C'était le rival de Goku dans l'au-delà. Il avait une force de combat impressionnante. Il a vaincu le roi Cold en enfer ainsi que son fils Freezer et celle à lui tout seul. Ça en dit très long sur l'authenticité de ses capacités. Il était avec Goku le personnage le plus puissant de l'au-delà. Je juge que sa place dans l'équipe de l'univers 7 était indiscutable. En plus de sa force de combat, il a une bonne personnalité. Pai Kuhan est un personnage brave, empathique, loyal, très amical et ayant un très grand esprit d'équipe lors des combats. Il nous l'a prouvé lors de son combat contre Janemba. Le voir apparaître prochainement dans DBS serait un must. Et numéro 5... Oui, j'aime bien vous faire tenir en haleine. Numéro 5, Bardock. Eh ouais, Bardock, Bardock. Ou Bardock dans la version française et US, le père, le paternel, le papa, le daron de notre héros Goku. Goku qui pourrait revoir son père pour la première fois, soit après un retour au présent de la part de Bardock, si on compte que l'OAV, The Episode of Bardock, fait partie de la chronologie officielle aux yeux de Toriyama et de la Toei, ce qui est assez peu probable, soit après une résurrection, ou bien après un séjour de Goku dans l'au-delà. Si cette rencontre entre la progéniture et son géniteur pouvait avoir lieu un jour, ça ne serait certainement pas de refus. Ça pourrait être un moment assez fort, ça restera forcément moins émotionnel que les retrouvailles entre Goku et son grand-père Gohan, qui font pour moi partie des moments les plus émouvants de l'univers de Dragon Ball. Mais je pense que cette rencontre entre le père biologique et pourquoi pas la mère de Goku pourrait provoquer quelques petites choses dans nos Kokoro. Ça pourrait être une arc finale somptueuse avec un rétrospectif sur l'ensemble de la saga Dragon Ball qui pourrait nous faire rappeler pourquoi et comment tout ceci a commencé. Toi, mon fils Kakaroto, tu étais prédestiné à être un Saiyajin de seconde zone au service de sa majesté Freezer. Ton but était de décimer la population de la planète Terre. Au lieu de cela, le destin en a décidé autrement. Ta rencontre avec un terrien et une terrienne a changé ton parcours qui t'était destiné. Tu sauves et tu protèges les habitants de cette même planète jusqu'à les traiter comme des membres de ta famille. Tu vas jusqu'à te battre contre notre souverain. Tu as vengé notre peuple. Tu es devenu le plus fort parmi nous. Tu étais destiné à être un homme destructeur et impitoyable, peuplant cet univers. La Terre et l'initiation à la quête des Dragon Ball ont fait de toi un homme sage et protecteur pour cet même univers. Je suis fier de toi, fils. Enfin, ouais, c'est plutôt cool, non? Ouais, c'est vrai, certaines phrases font un peu parole de musique de Bernard Minet, mais n'empêche, une rencontre comme ça, c'est plus que justifiable, ils l'ont bien fait avec Superman. La question qu'on pourrait se poser à présent est, pourquoi ne verra-t-on sans doute jamais les personnages de cette liste? Une raison pourrait nous l'expliquer clairement, celle de la propriété intellectuelle. Il faut savoir que tous les personnages cités dans cette liste, à part celle, sont des personnages issus des films ou bien des épisodes fillers et donc inédits aux idées d'Akira Toriyama et de son œuvre d'origine. Il y a dans l'univers de Dragon Ball plein de personnages issus d'histoires dites non canon. Les histoires non canon ne veut pas dire que ces histoires ne sont pas de toute beauté. Ça veut seulement dire que ces histoires ont beau être officielles aux yeux des ayants droit, mais se trouvent à être uchroniques, ne partageant pas la trame chronologique principale de l'œuvre originale. Et ces histoires inédites, mettant en avant ces personnages inédits, mine de rien, on en trouve beaucoup depuis plus de 30 ans d'existence de la franchise Dragon Ball. Dans les films, les OAV, les épisodes fillers de la série télé, ou bien les épisodes réalisés spécialement pour certains jeux vidéo, tels que les séries Budokai ou bien les séries des Raging Blast. Vous remarquerez que dans DBS, rien ne montre en aucune manière des faits qui se seraient un moment passés dans une de ces fictions, à part évidemment les deux films DBZ post-2000, logique quand on sait que ces deux films ont été scénarisés par Toriyama en personne.
Sinon, à part ça, absolument rien. Enfin, si on ne compte pas les quelques références plus ou moins subtiles à droite à gauche, comme cette sorte de Broly féminin, ou bien le Golden Freezer dont le clin d'œil au Metal Kula ne fait aucun doute. Pourquoi ces personnages non canons ne pourraient-ils pas apparaître dans DBS ou dans une probable suite à celle-ci? Akira Toriyama lui-même aurait-il peur que ces personnages n'ayant pas été conçus de ses propres mains et de sa propre imagination fassent de l'ombre à ces personnages officiels? Tout ceci me font penser que ces super personnages qu'on a pu découvrir dans les films DBZ et les épisodes inédits à l'œuvre d'origine ne seront malheureusement pas un jour visibles sur petit écran dans un avenir proche. À moins d'un miracle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Que pensez-vous de cette liste? Avez-vous d'autres personnages que vous jugez importants et qui mériteraient largement de réapparaître dans l'univers Dragon Ball? Alors moi je dis Primo Freezer, Primo Kula, Mega Perfect Cell tout shiné. Est-ce que vous pensez qu'on aura un jour le droit de voir apparaître ces personnages dans DBS? N'hésitez pas à l'exprimer dans les commentaires. Le commentaire le plus pertinent à mes yeux sera systématiquement épinglé. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter et Facebook pour ne pas manquer les prochaines sorties de vidéos. Et puis j'organiserai de temps à autre des concours avec divers lots à gagner. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye ciao.